Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce grand journal. Marine Konia, bonsoir. Bonsoir, Kolo Coulibaly. Ravi de vous retrouver. Vous aussi, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité de ce grand journal. La première direction régionale de la communication est ouverte à Abengourou, un dispositif renforcé avec l'installation du comité local pour l'intégrité de l'information chargé de lutter contre la désinformation, de vérifier les informations d'intérêt public et de promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Nous irons à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Elle est aux couleurs de la fête nationale à 7 jours de la célébration des 66 ans d'indépendance. Nous ouvrons une fenêtre sur Yop City, une ambiance festive permanente, une jeunesse dynamique, des rues animées à toute heure, une énergie unique pour la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Et puis nous disons dans cette édition non aux violences faites aux femmes. Plus qu'un slogan, c'est une urgence prise en main par la Côte d'Ivoire. En 5 ans, le nombre connu de victimes est passé à 119, selon le Conseil national des droits de l'homme. C'est assez pour mobiliser autorités et sociétés civiles contre un fléau et pour une meilleure protection des femmes et des jeunes filles. Et l'actualité en Europe avec Ceuta qui est sous la pression migratoire. Environ 60 000 migrants sont entrés illégalement quelques jours dans l'enclave espagnole. Une cinquantaine de personnes auraient péri lors de la traversée. Face à cette crise, l'Italie décide de la suspension temporaire des accords Schengen avec l'Espagne. Le ministère de la Communication continue le déploiement de ses services sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Amadou Coulibaly a inauguré la première direction régionale à Abengourou, un comité local pour l'intégrité de l'information également installé pour lutter contre les fausses informations. On en parle avec Emma Niamien. C'est une étape importante dans le processus de déconcentration du ministère de la Communication. Pour la toute première fois, une direction régionale de la communication est créée afin de rapprocher davantage l'administration des populations et de renforcer la mise en œuvre des politiques publiques en matière de communication sur le terrain. Les directions régionales et départementales de la communication que vous créez ne sont pas de simples relais administratifs. Elles sont appelées à devenir des espaces de gouvernance de la communication, de l'information, au service d'une Côte d'Ivoire plus informée, plus résiliente et plus inclusive. Placée sous la responsabilité d'Amani Brou, cette nouvelle direction régionale a pour mission de rapprocher les services du ministère des Populations, d'accompagner les médias de proximité, de promouvoir l'accès à une information publique de qualité, de développer l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que de contribuer à la prévention et à la lutte contre la désinformation. Nous avons de très grands défis à relever, c'est-à-dire promouvoir tout ce qui est comme action du gouvernement, faire passer l'information fiable, ici à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables. Au cours de cette cérémonie, le ministre Amadou Coulibaly a également procédé à l'installation du comité local pour l'intégrité de l'information dénommé CL2I. Cette instance aura pour mission de promouvoir une information fiable et responsable tout en luttant contre la désinformation, les fausses rumeurs et la diffusion de contenus trompeurs susceptibles de fragiliser la cohésion sociale. Nous sommes un des rares ministères qui n'avait pas de direction régionale depuis sa création, mais devant l'orientation forte que le chef de l'État a donnée à la communication, nous avons compris qu'il nous fallait combler ce handicap en nous rapprochant le plus près des citoyens. Le comité local est la deuxième phase de la campagne nationale que nous avons lancée sous le hashtag En ligne tous responsables. Présidé par le secrétaire général de la préfecture d'Abengourou, David Nchou, ce comité rassemble des représentants de l'administration, des médias et de la société civile afin d'assurer une veille de proximité sur les phénomènes de désinformation et de promouvoir l'intégrité de l'information. Après cette première expérience à Abengourou, le ministère entend poursuivre cette dynamique avec l'ouverture progressive d'autres directions régionales à travers le pays. L'actualité, c'est aussi la célébration de l'an 66 cette année à Yopougon. La commune est aux couleurs de cet événement.
Oui, Yopougon est aux couleurs de la fête nationale. Le 7 août prochain sera célébré les 66 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, une capitale reconnue pour l'ambiance. Sa célèbre rue Princesse a accueilli pendant des années des noceurs de tout rang et ce Yopougon-là, véritable mosaïque populaire, n'a jamais cessé de vibrer quand le reste d'Abidjan s'éteint. La plus grande commune d'Abidjan, elle, ne fait que s'éveiller. C'est un royaume de l'ambiance et de la gastronomie où le temps semble suspendu. Et à la veille des festivités de l'indépendance, la plus grande commune du pays, Yopougon, montera sûrement d'un cran sa légendaire fureur de vivre. Davis Oyo, Landry Glazaï et Ange Morel nous ouvrent une fenêtre sur la cité ivoirienne qui ne dort jamais. On regarde. Appelée la cité de la joie, la commune de Yopougon ne dort pas. À la tombée de la nuit, les points chauds grouillent de monde. Caves, maquis, terrasses, plein air et bars rivalisent d'ingéniosité. Les 10 jockeys se sont fixés pour mission de plonger visiteurs et habitués de ces espaces dans un univers musical de choix. Ces espaces-là, on les fréquente chaque week-end. On travaille du lundi au vendredi et samedi, dimanche, c'est la joie Yopougon. Ça a toujours été comme ça. Considéré comme le temple du Zouglou, les espaces dédiés à ce genre musical foisonnent dans cette commune. Chaque samedi, tout est Zouglou. Mais cela n'empêche que lors de nos soirées, on accepte d'autres artistes, des autres sonorités. Voilà. Sinon ici, c'est le Zouglou. Ici, le live est toujours au rendez-vous pour le grand bonheur de nos sœurs. C'est une super ambiance. Vraiment, j'adore. Je suis venu décompresser et je suis vraiment content d'être là. Au nord de la commune, un espace de divertissement particulier séduit bon nombre des habitués de la nuit. Ici, l'ambiance est exclusivement dédiée à la musique du terroir, principalement la musique baoulée. Ici, on s'amuse, on se régale, on se sent très bien. Voilà. Bon, comme un bon baoulé, le mois passé, je n'ai pas pu être ici pour la fête de Pâques. Donc, j'ai profité pour être ici pour la fête de l'indépendance pour m'amuser un peu. Prestations d'artistes et animations DJ font monter le mercure. Au-delà des ambiances et des animations, la commune de Yopougon, c'est aussi les espaces de restauration. Dans ce restaurant, c'est le spécial poulet et poisson braisé. Il y aura des menus dont les accompagnements, la décoration sera faite à la couleur de la Côte d'Ivoire, à savoir orange, blanc et vert. Et pour le monde qui va venir, nous sommes déjà préparés parce qu'on a des fournisseurs en produits bio. Et nous pensons que nous pourrions satisfaire toute la clientèle parce que c'est notre métier, nous sommes déjà aguerris pour cela. Autre cadre, autre spécialité. Cet espace est réputé pour sa cuisine africaine et européenne. Ouvert 24 heures sur 24, ici, c'est plus de 200 clients enregistrés en moyenne par jour. Les gens sortent beaucoup la nuit. Et quand ils sont en train d'entrer, ils cherchent un restaurant où manger, et dans un cadre bien manger avant de rentrer. Donc voilà pourquoi on a ouvert 24 heures sur 24. En termes de gastronomie, difficile de parler de Yopougon sans mentionner la viande de porc. Cette viande est prisée par les habitants, Alima Darmel et ses amis. C'est moins cher, moins coûteux et puis il y a l'ambiance. Donc on est là juste pour festoyer, comme c'est un week-end, juste pour festoyer. La viande de porc au chaud. Au chaud. Notre spécialité, c'est la viande de porc braisée. Mais on fait aussi sauter revenu, on fait un petit pois, on fait aussi un pomme de terre. On peut faire sauter revenu simple aussi, ça dépend de ce que le client veut. Espace de restauration, maquis, bar et plein air, la commune de Yopougon est prête à accueillir toute la Côte d'Ivoire à travers ses différents tableaux. Tenanciers et population
promettent également une ambiance électrique aux différents visiteurs à l'occasion de la commémoration de l'an 66 de la Côte d'Ivoire indépendante. Voilà donc le programme qui se prépare pour ce 7 août et lorsque tout bouillonne ainsi de vie, un combat est amené non au féminicide. Oui, car la vie est précieuse et malheureusement, des vies de femmes sont encore arrachées à l'affection de leur famille. Et dans la majorité des cas, les auteurs sont soit des proches, un conjoint, un parent, quelqu'un qui aurait dû protéger et qui a tué. 49 cas recensés en Côte d'Ivoire en 2025 selon le Conseil national des droits de l'homme et ce qui ramène à 119 le nombre de victimes en 5 ans. Des chiffres qui mobilisent jusqu'au sommet de l'État pour protéger les femmes, pour protéger les jeunes filles en Côte d'Ivoire contre toute forme de violence basée sur le genre. On en parle dans ce reportage de Didier Nguessan. Mans, chef-lieu de la région du Tongpi. La famille Sako a vécu un drame en mai 2024. Leur fille, Adja, 23 ans, concubine de Meïté Ahmed, a été arrachée à leur affection par ce dernier qui serait l'auteur du féminicide. Le féminicide, c'est le meurtre de femmes ou de jeunes filles en raison de leur sexe. Il est considéré comme la forme la plus extrême des violences basées sur le genre. Nous avons été vraiment peinés parce que de la manière dont ma nièce est décédée, ça nous a paru flou jusqu'à aujourd'hui. Il a tout de suite appelé à la maison chez ma petite sœur pour dire à ma belle de venir rapidement et prendre la fille pour aller à l'hôpital, qu'elle est très mal en point. Ils vont à la maternité, elle n'est pas là-bas. Ils vont aux urgences, elle n'est pas là-bas. Et il reste devant la morgue et il appelle mon neveu pour dire que l'enfant est décédé, que l'enfant est à la morgue. Comment un enfant peut être décédé comme ça? Elle était enceinte, elle était à terme pour accoucher. Ça veut dire que nous avons perdu 2 vies. Adja a perdu la vie en voulant protéger un conjoint violent et sauver son foyer. À Grand Lao, Rita Yesso, une enseignante, a succombé à ses blessures l'année dernière, des suites d'une agression. L'isolement de femmes fonctionnaires les rend souvent vulnérables. Leur réseau tente de les soutenir au mieux. Après cet événement-là, nous avons aussitôt mis sur pied une cellule de lutte contre les violences basées sur le genre et le soutien en santé mentale. Cette cellule-là a pour mission, je dirais, d'encadrer, d'accompagner, de soutenir toute femme, tout membre de notre association qui seront confrontés à ces situations, à ces cas de violence sur les lieux de service ou même dans la vie de tous les jours. Le décompte macabre des victimes de féminicide ne s'arrête pas. Alexandra, 28 ans, retrouvée poignardée d'une dizaine de coups de couteau à Grand Bassam le 25 décembre 2025. Annick, 25 ans, étudiante à l'INFAS d'Abangoro, poignardée le 6 octobre 2025. Tralou, 22 ans également, tué à l'âme blanche à Port-Boué le 9 septembre de la même année. 3 vies, toutes supposées ôtées par des proches, notamment des conjoints dans les 2 derniers cas. La toile s'émeut, la société civile dénonce, la tutelle ministérielle monte au créneau, puis les voix s'estompent. Ces cas de féminicide sont les plus connus, mais la liste n'est pas exhaustive, tant le meurtre des femmes et de jeunes filles devient un fléau national. D'autres victimes de violences conjugales ont eu la vie sauve. Ces survivantes sont prises en charge par l'ONG Aquaba Monceau. 2 d'entre elles témoignent des sévices vécus. Quand on sortait, on partait se promener, il y avait des crises de jalousie. Et je ne devais pas regarder un autre homme aussi ne devait pas me regarder, sinon ça envoyait des tensions. À chaque fois, il me répétait que si je ne fais pas attention, un jour il va me porter main. Il a fini par exécuter ce qu'il a dit. Il a commencé à me frapper dans ma grossesse. J'ai eu un décollement, j'ai commencé à saigner. Il m'a donné des coups, tout ça, il a serré mon cou et mon poumon là. C'est là-bas qu'il limait. Il limait à chaque fois. Il a serré le cou jusqu'à ce que effectivement, j'ai failli passer. Mais j'ai fait comme si
et je n'arrivais plus à bouger. C'est comme ça qu'il m'a laissé. En plus des séquelles, notre seconde victime a le sentiment d'une injustice. Quand il me bat, il me dit « chien mange pas, chien d'aller où je veux ». Mais jusqu'à présent, là, c'est resté comme ça. Entre 2020 et 2025, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a répertorié 119 cas de féminicide, dont 49 cas pour la seule année 2025. Mais comment comprendre ce fléau du point de vue de la psychologie? Cette spécialiste décrit une escalade graduelle en 8 étapes, au nombre desquelles des antécédents de violence, la précipitation pour cohabiter et l'emprise sur sa victime. L'agresseur va commencer à augmenter la fréquence des comportements de contrôle ou la gravité et commencer à émettre des menaces. On a ensuite le basculement, la préparation d'un scénario, l'achat d'armes ou de moyens létaux, la traque de la victime si jamais celle-ci se cache à quitter le domicile. Et puis enfin, la 8e et finale étape tragique qui est l'homicide, avec parfois, de manière doublement tragique, l'homicide des enfants du couple quand il y en a, ou du nouveau conjoint de la compagne si elle a refait sa vie, ou de proches qui l'auraient soutenu dans sa démarche d'indépendance ou de séparation. Sur le plan judiciaire, les organisations de la société civile militent pour l'intégration de la notion de féminicide dans la législation ivoirienne. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des lois qui sont très spécifiques, notamment l'infanticide, qui est le meurtre perpétré sur un enfant, et le parricide, qui est le meurtre perpétré sur un parent. Donc si on a cette spécificité au niveau de l'infanticide et du parricide, on veut également qu'on ait cette spécificité-là pour le féminicide afin de mieux adresser la problématique et d'apporter des solutions idoines. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire accompagne les femmes et jeunes filles dans le cadre de cliniques juridiques mobiles, comme ici au tribunal de première instance de Yopougon. De 2023 à 2025, nous avons encadré 67 cas de personnes victimes de VBG au niveau du tribunal et nous avons 16 décisions de justice. Nous avons, pour l'année 2025 seulement, reçu environ 3690 cas de consultation. En marge des instruments juridiques, certaines femmes victimes d'harcèlement ont recours au sport pour se défendre. Depuis que je pratique ce sport-là, je dirais que le regard des uns et des autres a changé, a vraiment changé. Ils savent mieux s'adresser à moi parce qu'ils se disent en brief que je représente un risque. Donc ils revoient un peu leur manière de me parler et ils revoient leur manière de m'aborder et tout. Les femmes, quand elles viennent à chaque fois ici, c'est tout le temps la même chose. Je vais apprendre à me défendre parce qu'elles se sentent harcelées. Souvent dans les transports en commun, souvent dans la vie de tous les jours, dans le travail, tout ça. On essaie de les encadrer, de leur montrer, de leur permettre de se défendre lorsqu'il y a une situation qui vient à elles. La Côte d'Ivoire a pris récemment un engagement national contre les VBG. Il est porté par la première dame Dominique Ouattara à l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le cadre législatif s'est considérablement renforcé. La criminalisation du viol et des violences conjugales est désormais fermement ancrée dans notre code pénal, garantissant une protection effective aux victimes. À ce jour, ce sont 102 plateformes de violences basées sur le genre qui sont déployées sur l'ensemble du territoire national et garantissent une prise en charge immédiate et professionnelle des victimes. Se taire sur le féminicide, c'est se faire complice d'un crime. Le dénoncer, c'est lever le bouclier sur un fléau national et sauver des vies. Le tribunal de première instance de Mans a condamné le 10 juillet à la prison à vie l'auteur du double meurtre de l'institutrice Kéké Flavie et de son fils. Sa complice a écopé de 5 ans de prison.
Et voilà, une Côte d'Ivoire responsable et aussi aux grandes ambitions. Et dans la course à l'évolution, au progrès, l'évolution numérique, les Ivoiriens arrivent-ils toujours à suivre, Kolo Coulibaly? Oui, le pays se digitalise. De nombreuses initiatives sont en cours pour combler la fracture numérique. Dans l'administration publique, dans le privé, les services ont intégré la dimension digitale qui facilite le quotidien des usagers, clients et partenaires. Mais tous ne suivent pas le même rythme. Les gestes habituels résistent encore. Certains s'interrogent même sur ce que le progrès pourrait emporter avec lui. C'est un reportage de Fatih Traoré, Adam Sangaré et Gilles Tonien. En quelques années, la Côte d'Ivoire a changé de visage. Moi-même, je ne me retrouve pas. Les habitudes changent et les repères aussi. On laisse pour compte ceux qui sont dans les villages. Hier, le tambour annonçait les grandes nouvelles. Toutes les générations sont invitées à venir. Aujourd'hui, ce sont les écrans. Vous ne pouvez pas empêcher la technologie. Le progrès s'accélère. Et avec lui, une question. Qui suit encore le rythme ? À Abobo, Arlette en sait quelque chose. Ne montre pas toute la tout. Faut bien me montrer. Mère de 2 enfants, elle regarde la Côte d'Ivoire se transformer à grande vitesse. Mais se sent parfois réduite au rôle de spectatrice. Quand tu ne sais pas lire et puis écrire, là, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Parce que quand tu vas faire ça, on dit ordinateur. Tu vas là, on dit ordinateur. Tu vas même là, nous qui vendons au marché, là, on dit, quand la personne veut payer, il descend. Tu vas même la personne flash ailleurs, il te vole, il s'en va avec l'argent. Moi-même, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas pour dire que je vais avoir même une place là, la main. Arlette n'est qu'un visage parmi tant d'autres. En Côte d'Ivoire, près de 47% de la population est encore analphabète. Et à travers son histoire, c'est toute une société qui se retrouve confrontée à la marche du progrès. La réticence face à certaines formes de modernité par certaines populations trouve son existence d'abord dans un choc que la population reçoit. Puisqu'il y a une manière de vivre. Et dès l'instant où il y a l'intrusion d'une autre forme de modernité, il y a ce qu'on peut appeler ici un réflexe de résistance. La personne va se culpabiliser. La personne se culpabilise et elle va cultiver ce qu'on appelle un complexe d'infériorité qui va affaiblir son estime de soi. Derrière les difficultés du quotidien se cache une autre réalité, plus discrète. Celle du regard porté sur soi. Faut remplir mon papier. Celle du sentiment de dépendance. Même mon nom, prénom, même quand on t'envoie de l'argent, tu es obligé de chercher les gens pour qu'ils puissent aller retirer cet argent-là. Tu es là souvent, là, tu regrettes. Hein? Mais au-delà de l'accès au numérique, le progrès soulève une autre interrogation. Celle de notre rapport au changement. La vie d'aujourd'hui, nous les anciens, là, ça nous a écartés à côté, les vieux là. Parce qu'on ne sait pas tout faire. Maintenant, qui va nous montrer? À Dahomey, on s'accroche aux repères d'une Côte d'Ivoire d'autrefois. Ici, la parole voyage encore, au rythme du tambour. Pour ceux qui ont connu une autre Côte d'Ivoire, ce progrès-là a un goût amer. On a comme l'impression que, bon, d'un côté, la Côte d'Ivoire avance, et puis nous, on est derrière, en tout moment, on doit être assisté. Aujourd'hui, même les balances que les gens envoient, c'est de la balance électronique. Quand on vient peser ton cacao, tu es là, tu regardes les chiffres qui défilent, tu ne sais pas ce que c'est. Nous sommes très inquiets, on a peur de tout perdre, de ne pas maintenir le minimum qui nous lie ensemble. Pendant que certains s'accrochent encore à hier, d'autres sont déjà tournés vers le futur. Puisqu'on parle de l'IA et l'environnement. Le progrès s'impose Parce que c'est chaque groupe. et le pays doit suivre le rythme. Il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Le numérique n'est plus une option. C'est une révolution déjà en marche, où il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons décidé, au fur et à mesure d'aller à l'intérieur du pays,
Allez maintenant apporter justement cette technologie à des personnes même qui ne savent même pas qu'elle existe, leur présenter cela et ils pourront apprécier comment est-ce qu'ils pourront utiliser ça eux-mêmes pour leurs activités ou même dans leur quotidien et tout. Ça part d'un système exclusif pour que ce soit encore plus inclusif. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'efforts. Ça, on peut le dire, il y a beaucoup d'efforts. Et au fur et à mesure, on voit quand même des améliorations. Ce n'est pas tout le monde qui pourra l'adopter, ça c'est clair. Mais les efforts sont faits pour qu'on puisse justement montrer à encore plus de personnes. Face à cette accélération du numérique, l'État se positionne comme acteur de la transformation en cours. Notre mission, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui ait le sentiment qu'on est parti pour le laisser. Je vais utiliser 3 verbes. Connecter, équiper, former. Faire en sorte que la couverture soit totale, équiper, faire en sorte que les citoyens aient des outils, des téléphones pour pouvoir profiter de la connectivité et former, donner les capacités pour que, qu'on soit analphabète ou pas, on soit capable d'utiliser les services qui sont mis à la disposition des citoyens. Le progrès, il est là. Il est là et il avance. On ne va pas se retrouver 10 ans, 20 ans après, tout seul derrière, alors que tous les pays à côté seront partis. Pour moi, c'est pas ça aussi être ivoirien, être authentique. C'est pas s'exclure. Le pays poursuit donc sa marche vers le progrès. Mais à mesure que la Côte d'Ivoire se digitalise, une question demeure. Sommes-nous en train de construire notre futur ou alors d'adopter celui des autres ? Et un invité dans ce grand JT pour continuer d'en parler, Esaïe Diéhi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Expert en innovation en numérique. On va justement rebondir sur la chute de Fati Traoré. Sommes-nous en train de construire un avenir ou d'adopter un autre mode qui ne nous appartient pas? Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée d'être sur votre plateau. On ne peut pas construire sans regarder ce qui se passe autour de nous. Et donc, la technologie évolue. Pour construire notre technologie, il faut donc regarder comment donc, les autres nouvelles technologies qui nous entourent, telles que l'intelligence artificielle, le numérique, impactent notre quotidien. Et donc, en le faisant, on apprend et on va développer nous-mêmes notre technologie qui sera propre à nos réalités pour pouvoir répondre aux problématiques tout à l'heure qui ont été posées dans votre beau reportage. Alors, dans ce rythme d'évolution, qui sont ceux qui pourraient nous garder à la traîne? Il y a plusieurs combinaisons. Prenez par exemple les personnes analphabètes, prenez les personnes à capacité qui ne peuvent pas lire, les personnes qui ont des problèmes de se déplacer, les femmes, par exemple, la question du genre, des personnes qui ont des revenus modestes, qui ne peuvent pas donc s'acheter donc de smartphone, parce que lorsqu'on parle donc de révolution numérique, on parle donc du téléphone qui est connecté. Quelqu'un qui a un téléphone, je dirais, basique, sera certainement exclu. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire un progrès numérique inclusif et non pas laisser derrière d'autres personnes. Et cela demande quand même un accompagnement en termes de capacité capital humain, en termes de formation. Et même si on est dans un village, on peut être éduqué. Aujourd'hui, l'IA vous permet donc d'écouter quelqu'un qui parle en français. Demain, peut-être, vous allez l'entendre en baoulé, en dioula, en bété, depuis Korogo, on peut le faire. Donc, mais on n'a pas encore, c'est l'IA générative, pour le moment, on n'a pas encore généré ces langues-là, surtout nos langues africaines, dans l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons donc des compétences, nous avons donc des ingénieurs qui sont en train donc, de développer des applications. Peut-être que demain, quand le président de la République va parler lors de l'indépendance, la personne qui est à Signematiali va certainement entendre parler le président dans sa langue. Et ça, c'est des choses qui sont en cours de développement. Peut-être vous ne le savez pas aujourd'hui, mais bientôt vous le saurez.
Alors, vous êtes acteur de la FinTech. On a commencé à parler de l'intelligence artificielle. Donc, entrant dans le vif du sujet, vous êtes acteur de la FinTech ivoirienne. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur la digitalisation des services financiers? Est-ce qu'on ne risque pas également d'exclure ces personnes-là qui sont déjà analphabètes? Il faut noter déjà que des progrès ont été faits au niveau de la Banque centrale. Par exemple, des textes ont été pris pour pouvoir faciliter l'inclusion et l'inclusion numérique et aussi donc l'inclusion financière, en permettant donc à certains acteurs de développer des solutions qui répondent aux besoins donc des populations exclues. Dans la conception donc de ces solutions, le terme qu'on utilise en général, c'est le Human Centered Design, mettre le client au centre et donc faire en sorte que les personnes qui sont dans les milieux ruraux puissent avoir accès à des services financiers. Oui, la fracture est là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des activités qui sont en cours pour pouvoir permettre aux uns aux autres de pouvoir faire des transactions facilement. Je vous donne un exemple avec le ministère donc, de l'économie et des finances et de la BAD. Nous sommes en train donc, de travailler sur une mission qui consiste simplement à rapprocher donc, les services financiers auprès donc des populations à travers la transformation digitale des institutions de microfinance. Et c'est un travail qui va permettre demain de développer des points d'accès où des personnes pourront aller faire des transactions et même avec des smartphones et des tablettes, des gens pourront donc ouvrir leur compte parce que la Banque centrale a mis en place aussi ce qu'on appelle donc le eKYC, le KYC réduit pour pouvoir donc réduire les problèmes de documentation par exemple. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle justement dans cette inclusion financière avec la FinTech qui se développe aujourd'hui, même si on le sait, les entreprises de FinTech peut-être à un certain niveau qui est un peu limité. Ce service universel, on ne le perçoit pas partout. Donc les FinTech ont peut-être un rôle plus important à jouer. Absolument. C'est la raison pour laquelle, parce que quand vous prenez donc le secteur bancaire, vous avez donc les banques classiques qui ont leur clientèle donc dans les zones urbaines. Ensuite, vous avez les microfinances qui se rapprochent de certaines populations. Mais maintenant, la FinTech utilise donc le numérique. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez donc faire vos transactions sans vous déplacer, où que vous soyez dans le monde entier. Et c'est ça la révolution donc des FinTech, simplifier donc les transactions, les rendre moins coûteux. Vous avez donc vu des transactions qui baissent, et c'est ça donc la révolution. Est-ce qu'on pourra faire une transaction en Sénoufo ou en Baoulé? Oui, ça existe déjà dans d'autres mondes, dans d'autres pays, tels qu'au Nigeria, en Aoussa. Aujourd'hui, j'ai pu aller sur un distributeur automatique de billets et parler avec la machine en Aoussa. Et donc, c'est possible en Côte d'Ivoire demain que je parte donc sur un terminal et que je puisse écouter en Djoula, en BT, en Sénoufo, en Baoulé. C'est possible aujourd'hui, les technologies existent. Donc des technologies, des solutions numériques qui sortent du contexte textuel et qui vont même dans la condition orale des populations. Absolument, donc c'est de rapprocher les services financiers auprès de ceux qui en ont besoin, leur expliquer donc le fonctionnement et leur apporter donc des solutions qui sont compétitives aussi. Parce que le numérique, comme je le dis, brise les barrières, il brise les coûts et il rend donc la proximité et il évite que les gens se déplacent pour pouvoir dépenser donc de l'argent dans le transport. Donc la FinTech est une solution aujourd'hui, je dirais, pour l'inclusion financière et également aussi pour l'inclusion numérique dans le secteur financier et pourquoi pas dans la vie de tous les jours. Et si on devait se donner un calendrier, à quelle échéance vous pensez que justement on aura cette facilité avec la FinTech de faire des transactions, surtout pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, donc qui ne savent pas lire et écrire? Aujourd'hui, par exemple, là, nous sommes en train de travailler dans le cadre de cette mission du ministère de l'économie et des finances. On travaille avec les institutions de microfinance. Aujourd'hui, avec votre index, vous pouvez valider une transaction aujourd'hui. Et donc, ça encore, c'est la technologie, donc c'est les FinTech. Je ne sais pas lire, je ne peux pas donc composer un code PIN, mais je peux utiliser donc mes empreintes bio pour pouvoir valider une transaction. Et donc, la mécanique est en cours aujourd'hui. Il faut tout simplement donc l'accélérer, avec donc le concours de tout le monde pour que cela se rapproche donc de nos populations. D'accord.
Alors, une dernière question. Oui, une dernière question. Est-ce que les entreprises FinTech ont aujourd'hui les moyens? Est-ce qu'elles sont accompagnées par les États, les institutions pour développer toutes ces solutions-là? Très belle question. Et je pense que c'est ce qui fait un peu donc la différence avec d'autres pays. Et je pense qu'aujourd'hui, notre ministère de la transition numérique et de l'innovation technologique est en train de mettre en place tout un mécanisme pour pouvoir accompagner les FinTech. Avant-hier, il y a eu donc un lancement par le ministre Djibril. Comment accompagner donc les startups, accompagner les FinTech pour pouvoir développer. Oui, il faut donc le concours de tout le monde, des investisseurs, du secteur privé, de la recherche, des acteurs privés, du gouvernement pour pouvoir donc faire en sorte que, et c'est ce que j'aime à le dire, que la Côte d'Ivoire soit donc la 5e FinTech derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte et le Kenya. Merci Esaïe Dieye, expert en innovation numérique, invité du Grand JT ce soir. Merci d'être passé dans ce Grand JT. Marine, allons voir maintenant un patrimoine touristique des berges paisibles du Bandama au site chargé d'histoire. L'Agnebi-Tiassa s'impose comme une étape incontournable du tourisme ivoirien. Et nous sommes à la bonne période, Kolo Coulibaly. Nous sommes aux portes du mois d'août. Il ne reste plus donc que quelques semaines avant la fin des grandes vacances. Et dans ce journal, nous vous invitons sur un parcours d'histoire des berges paisibles du Bandama aux vestiges de l'Agnebi-Tiassa sur les traces de la révolte des Abais à Agboville. Entre détente et histoire, Régis Kofi et Gilles Tonien jouent pour nous ce soir les guides touristiques à travers ce reportage. On regarde. Chef-lieu de la région de l'Agnebi-Tiassa, Agboville et sa forêt luxuriante nous cachent bien de trésors. À 8 km de la ville, le village de Deobouye, témoin de ce qui est appelé la révolte des Abais. La forêt classée de Rasso a laissé les traces des guerriers qui ont déclenché la guerre contre les colons dans les années 1900 et qui a conduit au meurtre de Rubino, l'employé de la Compagnie française de l'Afrique occidentale en 1910. Nous voyons le pont qui se trouve en pleine forêt sacrée du village de Deobouye. Et c'est une voie ferrée qui va jusqu'à Demokro à Abidjan. Et Rubino était dans le train. Rubino, c'était un commerçant, mais aussi un officier de l'armée coloniale. Donc, il partait à Abidjan faire ses achats. Donc, le train venait de Demokro. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les guerriers, ils ont immobilisé le train en faisant quoi? En attachant les rails avec des lianes sur de gros arbres. Quand ils ont abattu les arbres ont emporté les rails. Donc, le train ne pouvait plus aller. Il y a eu des déraillements. C'est ainsi qu'ils ont arrêté Rubino et ce qui est la situation, c'est tout. C'est à quelques mètres du lieu de l'accident que nous découvrons le mausolée de Rubino. Sur l'écriteau, il est écrit à la mémoire de Rubino, tué par les Abais, révolté le 7 janvier 1910. Le reste a été enterré ici. Sur ce rocher-là, c'est un rocher sacré qu'on appelle Ré en Abais, qui veut dire éléphant. Ce rocher-là procure la force aux guerriers. C'est sur ce rocher-là que Rubino a été inhumé. Le chemin qui s'enfonce dans la forêt nous mène tant bien que mal à ces masses rocheuses. Selon notre guide, c'est là que les guerriers se préparaient tant physiquement que spirituellement avant le combat. Le chef guerrier s'appelle Balé Aou. C'est le chef suprême des guerriers des 4 cantons. Et lorsqu'il vient dans cette forêt sacrée, qui est le lieu très saint, il passe de l'autre côté là-bas, il fait le tour, et il est escorté par des guerriers, et il se met juste en dessous, jusqu'au-dessus là-bas. Et les autres guerriers sont ici. Et il les met en contact avec le monde des esprits, c'est-à-dire le monde des ancêtres. Après avoir fait des incantations, ils se badigeonnent le corps avec tout ce qu'ils ont pu écraser ici. Et puis ils vont maintenant se laver, se purifier avant d'aller en guerre. La révolte des Abais aurait fait des milliers de victimes avant une signature d'accord de paix entre les colons et le chef des guerriers, Bédé Nyansoué, fondateur du village de Grand Maurier. La résistance à la pénétration coloniale se ressent aussi à Tiassalé, cette ville historique qui abrite l'une des premières prisons du pays. Ce bâtiment que vous voyez, dans les années 1900, il avait servi de la première prison pendant l'année coloniale. Aujourd'hui, il a été modifié, mais là, ce que vous voyez servait d'administration. Mais en réalité, la vraie prison se trouvait ici. C'était un sous-sol. C'est ici qu'on enfermait les premiers résistants à l'apparition des colons. Une ville chargée d'histoire dont on retrouve les traces à divers endroits, notamment dans le village de Kanganiazé.
Voici la stèle en hommage aux millions de femmes et d'hommes victimes de la traite négrière. Ce lieu sacré, marqué par le dernier rituel infligé aux esclaves déportés, attire des curieux. Nos ancêtres passaient par là, ils ont vécu l'esclavage. Ça nous rappelle des souvenirs, ce remémore de ce qu'ils ont souffert. Donc pourquoi ne pas faire des photos en souvenir de ça, montrer à nos frères qui ne sont pas passés par là, à nos enfants, puis leur parler de l'histoire aussi. Tiasali, réputé pour ses vestiges, mais surtout célèbre pour le fleuve qui traverse la ville, le Bandama, l'une des splendeurs du pays, offrant des paysages de cartes postales. La balade en pirogue se déroule entre forêts et cours d'eau serpentés par endroits. Une fantaisie de la nature qui mène tout droit à l'antre des hippopotames. Ces colosses qui peuvent atteindre 4 mètres de long et peser entre 1500 et 3000 kg. Une vie sauvage que certains savourent lors des parenthèses citadines. Face au Bandama, des espaces gastronomiques se sont développés ces dernières années. C'est un espace tradit moderne au bord du fleuve Bandama et puis du Unisé également. Donc ici, nous faisons la restauration, les mets africains et européens. Voilà. Nous sommes sur pratiquement 2 hectares d'espace avec des arbres, teck, manguiers, cacaoyers. Je suis en vacances et pour quitter le train-train quotidien d'Abidjan avec les embouteillages, les bruits et tout, c'est vraiment l'espace rêvé parce que c'est pas très loin d'Abidjan. Et il y a déjà la vue sur l'eau qui est un élément qui m'apaise beaucoup. La générosité de la nature offre de nombreuses possibilités de divertissement, comme ici, au domaine Binibamo, à Agboville. 6 hectares qui bénéficient des branches du fleuve Agnébi. Un site d'écotourisme qui offre une abondance naturelle remplie de plaisirs épicuriens. Tous nous qui vivons le stress quotidien des grandes villes, la ressource, on en a besoin. Donc quand on vient comme cela au village, on trouve un endroit pareil où on peut se reposer, se ressourcer, l'air est frais. Il y a des jeux pour faire passer le temps, c'est l'idéal. Désireux de vivre en communion avec la nature, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette douceur de vie dans ce musée à ciel ouvert. C'est plus ou moins comme si on se retrouvait au village. L'accueil villageoise, lorsque vous arrivez, la noix de coco, le bonji, c'est waouh pour moi. Ensuite, il y a le cadre, c'est-à-dire les arbres, tout et tout. En tout cas, ça fait beau vivre. On oublie les soucis. C'est tranquille en fait. Les amoureux de se concentrer de nature et de vie sauvage adorent aussi la randonnée pour certains, quand d'autres effectuent surtout le déplacement pour cette piscine naturelle. Cette eau-là, c'est une branche de l'Agnébi. Ça vient, ça fait le tout pour aller encore se déverser dans l'Agnébi de l'autre côté. Nous appelons ici notre cascade, une forme de petite cascade de Adao village, Bamo. La particularité ici, là, c'est que l'eau est très fraîche. Tu rentres dedans, c'est comme si en tout cas tu étais au fréon, quoi. Voilà, tranquille. Si le tourisme de loisirs se bonifie dans l'Agnébi-Tiassa, la réalité reste moins réluisante pour le tourisme mémoriel. Et dans le reste de l'actualité, au moins 54 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave de Ceuta, a annoncé le gouvernement espagnol. Les autorités locales de la petite enclave espagnole située au nord du Maroc tirent la sonnette d'alarme. Les centres d'accueil sont saturés. L'Espagne a envoyé des soldats pour garantir la sécurité. Une nouvelle de deuil tombée ce jour, c'est le décès du général de division Dem Ali Justin. Je vous propose de suivre à présent le communiqué du ministère de la Défense lu pour vous par Abou Sanogo. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a le profond regret d'annoncer le décès du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoints, survenu le mercredi 31 juillet 2026. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le vice-premier ministre présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches et à l'ensemble du personnel des forces armées du Côte d'Ivoire. Nos condoléances à l'armée, la grande muette qui est frappée par le décès du général Dem Ali Justin. Et cette page noire referme ce grand journal Marine. Merci Kolo Koulibaly, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une belle soirée sur RTI1 et puis rendez-vous le 28 septembre prochain pour une autre édition du Grand Journal.